Ravi de te voir, Sophia. Comment ça se passe à Pékin? Eh bien, Pékin est génial. C'est ça qui t'y a fait penser? J'ai emmené mes enfants à la cité interdite et c'est toujours agréable. J'aime particulièrement cet angle-là, c'est à l'extérieur de la cité interdite. J'aime cet angle parce qu'on peut voir à la fois l'extérieur et l'intérieur du mur. Il y a quelque chose, une sorte de mystère. Et puis il y a la rivière qui protège la cité interdite. Donc l'ensemble est assez intéressant. Le Gugong, n'est-ce pas? L'ancien palais? C'est comme ça que la plupart des gens l'appellent, non? Oui, l'ancien palais. Et j'ai aussi emmené mes enfants dans la province du Hunan, vous savez, là d'où vient Mao Zedong. J'ai en fait visité sa ville natale, ses maisons et tout ça. Le guide nous a dit qu'il y a de plus en plus de gens intéressés à visiter cet endroit parce qu'ils veulent en savoir plus sur lui. Je voulais juste vérifier avec vous. Je sais qu'en Occident, on présente Mao comme un horrible dictateur, ce qui est très différent de la façon dont il est perçu en Chine. Plus la Chine se développe, plus les gens disent que la Chine d'aujourd'hui ne serait pas ce qu'elle est sans lui, ce qui est vrai. Maintenant, il n'est pas parfait. Personne n'est parfait. Il a commis des erreurs. La révolution culturelle, le grand bond en avant, ce furent des erreurs. Je ne veux pas minimiser ces erreurs, mais il est vrai que la Chine d'aujourd'hui ne serait pas la Chine d'aujourd'hui sans lui. Quel est votre avis sur lui? Je suis juste un peu curieux. Absolument. Je me souviens très bien de lui, bien sûr. Il est mort en 1976, donc j'avais 15 ans. Je pensais que c'était une figure absolument titanesque, et je pense qu'il a sauvé la Chine. Quand je dis sauver la Chine, je veux dire que si l'on regarde ce que la Chine a traversé, il a été une figure absolument héroïque dans la résistance contre les Japonais. Je pense que c'est quelque chose que, encore une fois, en Occident, les gens n'apprécient tout simplement pas. Que le Parti communiste et l'Armée populaire de libération qu'il dirigeait étaient le noyau de la résistance contre les Japonais. Parce que, je veux dire, Chiang Kai-shek était tellement corrompu et tellement sous le contrôle des Britanniques. En fait, il ne résistait tout simplement pas aux Japonais, et il était en réalité bien plus intéressé à combattre le Parti communiste et l'Armée populaire de libération qu'à combattre les Japonais. Il a donc joué un rôle absolument fondamental dans tout cela. Ensuite, il a apporté l'unité et la stabilité à la Chine et à son peuple, chose qu'ils n'avaient tout simplement pas connue depuis 100 ans ou plus, et il leur a rendu leur fierté. Il a, en somme, créé le système gouvernemental qui existe encore aujourd'hui en Chine. Toute la structure, c'est lui qui a donné l'unité au pays. Mais il y a un aspect que l'on oublie peut-être, même en Chine. Ce sentiment de fierté, enfin, que le peuple chinois a retrouvé envers la Chine, le sentiment que la Chine se rassemblait à nouveau, redevenait un pays et redevenait un pays fort. Et il a également joué un rôle absolument déterminant, crucial, dans l'ensemble du processus de décolonisation à travers le monde, ce qui ne saurait être sous-estimé. Je veux dire, je me souviens qu'il était une figure titanesque, et je me souviens que lorsque les Américains l'ont rencontré au début des années 1970, il était déjà un vieil homme, clairement au-delà de son apogée, mais ils étaient absolument impressionnés par lui. L'un de mes tout premiers souvenirs, de la politique d'ailleurs, c'est d'être allé au cinéma à Athènes dans les années 1960, ça devait être en 1966, et d'avoir vu un film de lui. Vous savez, lors de cette nage extraordinaire dans le fleuve Yangtze. Ou était-ce le fleuve jaune? Je ne me souviens plus lequel c'était. Mais c'était encore une fois quelque chose dont on ne parle plus en Occident aujourd'hui. Mais, je veux dire, c'était l'un des grands événements emblématiques des années 1960. Et oui, évidemment, la révolution culturelle a complètement échappé à tout contrôle. Le grand bond en avant. Je soupçonne personnellement que lorsque nous pourrons démêler toutes les histoires,
nous découvrirons qu'en réalité, davantage de progrès ont été réalisés pendant cette période. Je veux dire, il y a eu aussi d'énormes souffrances. Mais encore une fois, ce que les gens ont tendance à négliger, c'est que la période de 1950-157 a été une période de croissance économique et industrielle très rapide en Chine. La croissance atteignait environ 7% par an, donc les gens voyaient immédiatement un changement majeur dans leur vie. Et puis, après le grand bond en avant et après la révolution culturelle, la croissance a repris. Donc je veux dire, il était, comme je l'ai dit, une figure d'époque. Non, je partage absolument ce point de vue. Je comprends parfaitement pourquoi le peuple chinois le tient en si haute estime. Et franchement, je ferais de même si j'étais chinois. Puis-je juste dire quelque chose? Je veux dire, si vous allez en Russie aujourd'hui, il y a une réévaluation massive en cours de Joseph Staline. Et il y a aujourd'hui en Russie une opinion très répandue, selon laquelle, malgré tous ses défauts, il a finalement été un leader titanesque qui a mené la Russie, l'Union soviétique, à la victoire lors de la Seconde Guerre mondiale contre les Allemands, qui a permis l'industrialisation du pays et qui, encore une fois, a sauvé la Russie d'une annihilation totale. Il y a donc aussi un retour vers Staline. Et je ne sais pas si vous le savez, mais la ville qui s'appelait autrefois Stalingrad, puis est devenue Volgograd, souhaite apparemment reprendre le nom de Stalingrad. Vous serez peut-être également intéressé d'apprendre qu'en Russie, je l'ai vu moi-même lorsque j'étais à Saint-Pétersbourg, il existait une affiche autrefois célèbre représentant Staline et Mao ensemble, car Mao était venu en Union soviétique et avait rencontré Staline. Je crois que c'était en 1949. Quoi qu'il en soit, il y a une image des deux ensemble. Ce n'est pas une photographie, c'est une affiche. Intéressant. Eh bien, dans la province du Hunan en particulier, je pense que Mao est presque considéré comme une figure divine. Et ce que je trouve intéressant, le guide touristique nous a en fait dit que lorsque vous visitez son lieu de naissance, il y a une statue et tout ce genre de choses. Il a dit qu'il est interdit de s'agenouiller là-bas. Vous pouvez vous incliner et apporter des fleurs, mais ils ne veulent pas le diviniser. Vous savez, il est humain. Il a commis des erreurs. Donc ils le reconnaissent en fait. Je pense que c'est une bonne chose. C'est une chose sensée. Vous savez, il ne faut pas en faire un absolument. Ce qu'il est. Oui. Donc je pense absolument. Ce qui est juste. Et en fait, ce n'est même pas une question chinoise. Je veux dire, ça ne l'a jamais été. Les Chinois n'ont jamais eu pour habitude de déclarer leurs dirigeants comme des dieux. C'est nous qui faisons ça en Occident, pas en Chine. Les anciens Grecs le faisaient aussi d'ailleurs. Ils divinisaient leurs dirigeants, tout comme les empereurs romains. Et l'autre chose, c'est que ce week-end, je ne sais pas si tu fais attention à la fête des bateaux dragons, ce qui est, oui, intéressant. Je pense que tu pourrais probablement en parler à ta femme, Catherine. Elle pourrait trouver ça intéressant parce que la fête des bateaux dragons célèbre une personne appelée Qian. Il est surtout connu comme poète, mais il était aussi un homme d'État. Il a joué un rôle très important pendant la période des royaumes combattants. Son pays, à l'époque, était l'un des 7 royaumes qui combattaient la dynastie Qin. Son pays était Chu, et Chu a été vaincu. Alors, il s'est suicidé. Il s'est jeté dans la rivière et s'est suicidé à cause de cela. Les gens étaient très tristes, car c'était un bon homme d'État, un genre de premier ministre. Alors, ils ont préparé des zongzi, c'est-à-dire qu'ils ont mis de la nourriture dans des feuilles et les ont jetées dans la rivière pour que les poissons mangent la nourriture au lieu de le manger lui. C'est de là que vient la fête des bateaux dragons. C'est une fête en mémoire de cette personne. Même s'il était un grand homme d'État, les gens se souviennent surtout de lui comme d'un grand poète, d'un grand écrivain.
quelqu'un avec ce genre de personnalité. Tu pourrais trouver cela intéressant. C'est très intéressant. C'est très chinois, encore une fois. Je veux dire, vous savez, la Chine a ces figures culturelles extraordinaires qui sont tellement importantes pour le peuple chinois. Il n'y a d'ailleurs aucun équivalent à cela en Occident. Je veux dire, s'il y en a un qui s'en rapproche, c'est Pouchkine pour les Russes. D'accord? Mais la Chine compte beaucoup plus de personnes comme cela. Oui, la Chine a beaucoup plus de personnes de ce genre. Ces personnalités culturelles remarquables qui sont perçues non seulement comme des hommes d'État, mais aussi comme des bâtisseurs de la civilisation chinoise. Ce que les Chinois prennent très au sérieux et à juste titre d'ailleurs. Oui, d'accord. Commençons par l'élection sud-coréenne, d'accord, qui vient juste d'avoir lieu. Donc Lee Jae-myung a gagné. Il est considéré comme pro-chinois. Je ne suis pas sûre que ce soit la raison pour laquelle il a été élu. Quel est ton avis? Eh bien, je pense qu'en quelque sorte, c'est probablement le cas en fait. La Corée du Sud était sous un régime associé à l'ancien dirigeant, celui qui est parti, qui avait mené la tentative de coup d'État et tout cela, et qui était très pro-américain. Cela a créé d'énormes problèmes avec le Nord, la Corée du Nord, était également ouvertement anti-chinois, dans le sens où il alignait la Corée du Sud avec les États-Unis et le Japon dans une alliance contre la Chine. Parce qu'au final, comme je l'ai dit, tout se résume à la Chine. Il fournissait aussi des obus et des armes à l'Ukraine pour combattre la Russie, ce qui a contrarié les Russes, qui jusque-là entretenaient des relations assez bonnes avec la Corée du Sud. Je pense donc que cela représente un véritable tournant. Je suis allé en Corée du Sud au début des années 2000, je crois que c'était en 2002, et j'ai été frappé de voir à quel point, déjà à l'époque, l'influence de la Chine était très forte. Je veux dire, l'influence culturelle de la Chine était partout. Je n'ose même pas imaginer ce qu'il en est aujourd'hui. Cela doit être quelque chose de totalement omniprésent en Corée du Sud. Ce que nous avons vu, c'est une tentative d'éloigner la Corée du Sud de sa trajectoire et de ses alliances naturelles. Et je pense que cette élection en est le reflet. La crise politique plus profonde que nous avons observée en Corée du Sud en est probablement aussi le reflet, dans la mesure où un gouvernement pro-américain a tenté d'arracher la Corée du Sud à ses alliances naturelles. En attendant, également en Asie, le dialogue de Shangri-La, qui a attiré beaucoup d'attention en Chine. Cette fois, la Chine n'a pas envoyé son ministre des Affaires étrangères. Normalement, elle l'aurait fait, mais pas cette fois. La Chine est mécontente du dialogue de Shangri-La depuis un certain temps, car il est censé être un forum permettant aux pays asiatiques de discuter de défense, de communiquer. Mais bien sûr, les États-Unis y participent à chaque fois. Et cette fois, Macron s'y est même rendu et a prononcé un discours menaçant la Chine, disant que si elle ne contrôle pas la Corée du Nord, l'OTAN interviendra, et ainsi de suite. Qu'en pensez-vous? Les gens ne sont pas très satisfaits de ce discours. Eh bien, je peux l'imaginer. Je veux dire, est-ce le même Macron qui a rencontré Xi Jinping, c'était il y a un an ou juste avant cela, et qui est revenu en Europe en disant à quel point il serait merveilleux d'avoir une bonne relation avec la Chine, et qui a reçu Xi Jinping avec de grands honneurs à Paris et a sorti la garde républicaine à cheval pour lui, ce qui, soit dit en passant, n'a absolument pas impressionné les Chinois. Mais bon, c'était comme ça. Voilà Macron. Il change d'avis comme une girouette. Mais au final, maintenant, il a complètement abandonné son cœur et son âme aux Américains ou à une faction aux États-Unis. Les Américains, comme tu l'as justement dit, se sont en gros invités de force dans ce dialogue. Macron s'est invité lui-même, donc il s'est imposé aussi.
Nous avons eu des discours incroyablement belliqueux, non seulement de la part de Macron, mais aussi de Pete Hegseth. Donc, de tous les points de vue imaginables, il est parfaitement logique que les Chinois restent à l'écart. Pourquoi viendraient-ils? Pour se faire donner des leçons. Et aussi en attendant, il ne s'agit pas seulement des menaces verbales ou des échanges houleux, mais il y a également eu un exercice militaire mené par les États-Unis peu avant le dialogue de Shangri-La, ce qui a été interprété en Chine comme une menace du genre. Avant de dire quoi que ce soit, faisons quelques exercices. Les États-Unis ont fait cela avec les Philippines, le Japon et la Corée du Sud. Même le porte-avions USS Nimitz, qui était censé se diriger vers le Moyen-Orient, a fait demi-tour, je suppose, pour participer à cet exercice militaire en mer de Chine méridionale. Et au milieu de tout cela, je crois que le week-end dernier, il y a eu une rumeur, même si je n'ai vu aucun rapport à ce sujet en Occident, mais il y a une rumeur qui circule beaucoup en Chine, selon laquelle la Chine aurait abattu un F-35. Donc tout cela est un peu... Oui, non, cela n'a pas été rapporté dans les... Non, voici ce qui s'est passé. Le compte officiel du gouvernement chinois sur les réseaux sociaux a publié un enregistrement d'environ 10 secondes d'un pilote rapportant au commandement central disant « Objet disparu du radar devrait avoir été éliminé ». Quelque chose comme ça, une phrase très courte, environ 10 secondes, et puis sans aucune explication. Mais il s'agit d'un compte officiel très réputé, donc les gens ont commencé à essayer d'interpréter ce que cela signifie. Maintenant, la plupart des gens pensent que cela veut dire qu'un F-35, qui est un avion furtif, a été abattu. Voilà donc la spéculation. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec autant de spéculation, le gouvernement chinois n'est jamais intervenu pour dire « non, 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 ce n'est pas vrai ». Donc cela est interprété comme étant probablement ce qui s'est passé. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'il semble que la situation soit probablement plus tendue, plus, vous voyez, plus que ce que l'on perçoit en surface. Ce ne sont pas seulement des attaques verbales. Qu'en pensez-vous? Absolument. Absolument. Puis juste dire quelque chose rapidement à ce sujet. Je veux dire, cela n'a pas été rapporté en Occident pour des raisons très très évidentes, surtout s'il s'agissait d'un F-35. Ce serait extrêmement inquiétant, car on nous a répété à maintes reprises que ces avions sont invisibles et les meilleurs chasseurs du monde. Ce n'est pas le cas d'ailleurs, mais bon, c'est ce qu'on raconte. Je connais très bien ce genre d'incident pendant la guerre froide. Et il s'avère qu'il y a eu de très nombreuses tentatives de la part des Américains tout au long de la guerre froide pour pénétrer dans l'espace aérien soviétique. Et pas mal de chasseurs et d'avions américains ont été abattus par les soviétiques pendant cette période. Ces incidents n'ont jamais été rapportés, car les deux camps voulaient éviter qu'un schéma d'escalade n'en découle. Mais il est certain que cela s'est produit à plusieurs reprises, et cela ne me surprendrait pas du tout si cela se reproduisait. Je veux dire, je ne suis pas sûr de l'endroit où cet incident a eu lieu, mais il est clair que c'était près du territoire chinois. Et par territoire, on inclut bien sûr les mers adjacentes à la Chine. Donc cela ne me surprendrait absolument pas si quelque chose de ce genre arrivait. Et bien sûr, si cela se produisait, cela voudrait dire que les Américains s'introduisaient à nouveau sur le territoire chinois et se comportaient de manière incroyablement agressive, comme ils le font toujours en fait. Et ce qu'ils font exactement, tester la Chine, essayer d'évaluer la force des défenses chinoises. Qui sait? Mais je veux dire, ils font cela. Et comme je l'ai dit, c'est très très dangereux. J'ai l'impression que les États-Unis sont probablement frustrés en ce moment parce que, d'après ce que j'ai compris, Pete Hegseth est allé à Shangri-La en s'attendant à rencontrer le gouvernement chinois, Dong Jun. Mais après son départ des États-Unis, c'est à ce moment-là que les Chinois ont annoncé que Dong Jun ne viendrait pas. À la place, ils ont envoyé quelqu'un d'une université militaire pour étudier et observer la réunion,
plutôt que d'y participer activement. Donc il était très frustré, je suppose. Et puis, il y a aussi beaucoup d'autres sujets dont on pourra parler plus tard, comme le commerce qui frustre les États-Unis. Alors les États-Unis font avec ce qu'ils ont, c'est-à-dire essayer de montrer leur force, en quelque sorte, d'intimider par tous les moyens, verbalement et militairement. Est-ce que c'est cela qui montre la frustration des États-Unis? Oui, c'est le cas. Et c'est une répétition de ce qui s'est passé sous l'ère Biden. Si vous vous souvenez, il y a eu toute une période qui a duré environ 1 an, pendant laquelle la Chine ne rencontrait pas les responsables américains, et les Américains ont commencé à devenir de plus en plus inquiets, anxieux et en colère à ce sujet. Finalement, je crois que c'est Jake Sullivan qui a réussi à se rendre en Chine et à briser la glace. Mais je pense que c'est la même chose aujourd'hui. Je pense que la Chine en a tout simplement assez. Ils ont eu des guerres tarifaires. Ils ont subi des menaces. Ils subissent d'ailleurs encore plus de menaces aujourd'hui sur la question commerciale, dont nous parlerons, comme vous l'avez dit. Et je pense que les Chinois disent, écoutez, c'est sans espoir. Il n'y a aucun intérêt à se rencontrer, à s'asseoir et à discuter avec ces gens quand ils se montrent aussi incroyablement agressifs et impolis envers nous. Si nous nous asseyons pour parler avec eux, alors qu'ils sont dans cet état d'esprit, nous revenons à une situation où ils nous parlent quand ils le veulent et sont impolis avec nous quand cela leur chante. Ils nous font la leçon, ils ne nous écoutent pas et ils font le contraire de ce qu'ils disent. Donc il n'y a aucun intérêt à mener un dialogue quand les Américains sont dans cet état d'esprit. Et je pense que c'est ce que nous voyons en ce moment. Maintenant, en ce qui concerne la guerre commerciale, tout d'abord, le tribunal américain a en réalité bloqué la plupart des droits de douane de Trump. Mais d'après ce que je comprends, comme Trump a fait appel et que la Cour d'appel a accordé un sursis, cela signifie que ces droits de douane sont toujours en vigueur, même si le tribunal en a bloqué la majorité. Alors, pourquoi Trump n'utilise-t-il pas simplement un décret exécutif? Pourquoi ne travaille-t-il pas avec le Congrès pour mettre en place une loi, puisque les républicains contrôlent désormais à la fois la Chambre et le Sénat? Pourquoi est-il aussi réticent à collaborer avec les républicains? C'est une excellente question. Je veux dire, il se rend probablement compte qu'au Sénat en particulier, tous les sénateurs républicains n'apprécient pas vraiment cela. Donc je pense que c'est en partie la raison de tout cela. De plus, je pense que Trump est quelqu'un qui aime donner l'impression d'être le dirigeant suprême, qui contrôle tout et peut faire ce qu'il veut. Je pense que cela fait partie de sa propre image de soi. Et c'est aussi l'image qu'il veut transmettre au peuple américain. Donc je pense qu'il y a ces deux aspects. Je ne pense pas qu'il prenne le Congrès particulièrement au sérieux. Et je ne crois pas qu'il ait vraiment envie de devoir négocier avec les membres du Congrès sur des sujets comme les tarifs douaniers. Et je pense que c'est la véritable raison, en fait. Je veux dire, il y a d'autres raisons possibles. S'il soumet une loi sur les tarifs au Congrès, la façon dont le Congrès fonctionne, c'est que les membres du Congrès y ajoutent ensuite leurs propres amendements. Et la chose commence à évoluer, à se transformer et à changer. Et probablement que Trump ne veut pas vraiment cela, et il ne veut pas perdre la flexibilité de tout faire par décret exécutif. Mais d'ailleurs, je dois dire tout de suite, en ce qui me concerne, c'est complètement légal. Il se trouve que je pense que sur cette question, le juge initial avait raison, et je pense que le fait que Trump utilise simplement une loi ancienne pour déclarer qu'il s'agit d'un état d'urgence économique, et pour modifier ainsi l'ensemble des politiques économiques et fiscales des États-Unis, est tout à fait inapproprié. Je serais très intéressé de voir ce que la Cour suprême dira finalement à ce sujet.
Oui. Maintenant, concernant la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, il ne semble pas que les négociations se passent très bien, n'est-ce pas? Après cette pause sur laquelle ils se sont mis d'accord en Suisse, Trump a suspendu la vente de moteurs d'avions civils et a suspendu la vente de davantage de semi-conducteurs et d'autres technologies à la Chine. Il a également révoqué les visas des étudiants chinois. Je ne pense pas que cela ait encore été entièrement mis en œuvre, mais en tout cas, ils ont l'intention de le faire. Et il a accusé la Chine d'avoir violé les termes de l'accord commercial. Du moins, c'est ce que dit Trump. Mais bien sûr, la Chine a rejeté cette accusation, affirmant « Nous n'avons violé aucun terme, c'est vous l'agresseur ». Quel est votre avis sur tout ce qui se passe? Nous assistons de nouveau à une grande montée en puissance vers un autre moment clé où les États-Unis vont recommencer à imposer des droits de douane. Nous en parlerons probablement plus tard dans l'émission. Mais Lindsey Graham parle de sanctions, des sanctions écrasantes contre la Russie. Mais en réalité, il s'agit de droits de douane contre la Chine. C'est ça qui est tellement étrange dans cette histoire. Il a donné une interview hier, il est d'ailleurs actuellement en Europe, dans laquelle il a pratiquement admis que c'était vraiment la Chine qui était visée à nouveau. Je pense donc que les États-Unis ont été ramenés à la réalité économique lorsqu'ils ont effectivement imposé de lourds droits de douane contre la Chine. Je veux dire, on a vu Walmart et tous ces gens venir voir Trump en lui disant « Mon Dieu, tu ne peux pas continuer comme ça. » Si vous le faites, nous allons commencer à manquer de marchandises dans nos magasins et ce genre de choses. Et je pense que, pendant un bref instant, avec Scott Bess et le secrétaire au Trésor disant à Trump « Écoutez, ce n'est pas tenable, et avec les problèmes sur les marchés obligataires et tout cela, les Américains ont retrouvé la raison. » Mais le problème avec les Américains, c'est que vous savez, quand la situation se stabilise, les anti-Chine, appelons-les par leur vrai nom, reprennent toujours du service. Ils disent probablement à Trump en privé, « Tu n'aurais jamais dû faire ces concessions. Nous avions les Chinois là où nous le voulions. 9 millions d'emplois en Chine sont menacés. Les usines ferment. La Chine était sur le point de s'effondrer. » Gordon Chang nous le dit. Alors, vous savez, revenons en arrière et recommençons tout cela, parce que ainsi nous aurons les Chinois là où nous le voulons. Il faut montrer de la force. Et si vous êtes aussi fort que vous le prétendez, alors il faut commencer à être dur avec les Chinois. Nous avons donc eu le refus d'exporter des moteurs d'avion. Une idée absolument folle, soit dit en passant, puis-je le dire. Parce que l'aéronautique, j'ai travaillé dans le droit aéronautique, parmi d'autres choses. Donc c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et la Chine avance désormais très rapidement, développant sa propre industrie aéronautique. La Chine, comme vous le savez, elle a un programme avancé pour la construction de gros avions de ligne à fuselage large. Et la Chine travaille très dur et avec succès pour construire de gros turboréacteurs à double flux, exactement le type de moteur dont nous parlons. D'ailleurs, les Russes travaillent eux aussi très dur pour construire de gros turboréacteurs à double flux. Et ils l'ont déjà fait par le passé, donc ils maîtrisent déjà cette technologie. Mais le point essentiel est le suivant. On pourrait penser que la toute dernière chose que les États-Unis voudraient faire serait de stimuler encore davantage l'industrie aéronautique civile chinoise, étant donné l'importance historique de l'aviation civile depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale dans la croissance économique américaine. Je veux dire, l'un de ces rares grands secteurs d'exportation industrielle a été l'aviation civile, ainsi que les moteurs et la technologie qui l'accompagnent. Maintenant, si la Chine prend le dessus sur cette technologie, ce qui arrivera d'ici les 5 prochaines années, nous commencerons à voir apparaître de gros avions chinois, bien plus modernes que les produits fabriqués par Boeing.
de gros avions chinois équipés de turboréacteurs à double flux très efficaces. À ce moment-là, ils rafleront la mise. Les États-Unis perdront ce vaste marché chinois, qui est extrêmement important pour Boeing et tous ses partenaires. Et ils commenceront aussi à perdre des parts de marché, surtout en Asie. Cela va se produire aussi sûrement que la nuit suit le jour. Et bien sûr, ils ont déjà perdu la Russie à cause de cela. Et comme je l'ai dit, les Russes ont été incités à développer leur propre industrie de l'aviation civile. Donc, c'est en réalité une décision particulièrement stupide. Je veux dire, c'est même pire à certains égards pour les États-Unis que ce qu'ils ont fait avec, vous savez, les puces électroniques. Parce que l'Amérique ne produit pas de puces haut de gamme, donc c'est la Chine qui les produit. Il n'y a donc pas de concurrence directe avec les États-Unis. Mais dans l'aviation civile, il y en aura absolument une. Et quiconque se berce d'illusions en pensant que les Chinois ne seront pas capables de construire des avions qui ne sont pas seulement aussi bons, mais meilleurs que les produits américains actuels, se trompe lourdement. Eh bien, il y a beaucoup de discussions en Chine sur les raisons pour lesquelles la Chine n'a pas été très active dans les négociations avec les États-Unis. Je trouve que certains de ces arguments sont tout à fait pertinents. Pour que les deux parties aient une négociation significative, chacune doit avoir quelque chose que l'autre souhaite et est prête à céder, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que les États-Unis veulent de la Chine? Les États-Unis veulent des terres rares, que la Chine contrôle de manière très stricte en ce moment. Et bien sûr, ils veulent que la Chine achète davantage de bons du Trésor, ce que la Chine est de plus en plus réticente à faire. Je veux dire, vous venez de parler du marché obligataire, n'est-ce pas? Donc, il n'y a pas que la Chine. La confiance dans le marché obligataire en général est en baisse. Donc, la Chine hésite à acheter davantage de bons du Trésor. En fait, je pense qu'ils en ont même vendu certains. Et au final, les États-Unis ne veulent pas voir la Chine continuer à se développer, mais cela n'arrivera pas. La Chine continuera. Donc vous voyez toutes ces choses que les États-Unis attendent de la Chine, ils ne les obtiendront pas. Et qu'est-ce que la Chine veut des États-Unis? Eh bien, au fond, la Chine s'intéresse au marché américain, qui est un marché très attractif et lucratif, mais il l'est de moins en moins. Car lorsque la Chine accède au marché américain et gagne de l'argent, elle gagne des dollars. Et ensuite, avec ces dollars, elle veut acheter des choses aux États-Unis, mais beaucoup de choses ne sont pas vendues par les États-Unis. Le dernier exemple concerne les moteurs d'aviation civile. Ainsi, même si la Chine dispose de dollars, elle ne peut pas acheter des choses que les États-Unis pourraient vendre, mais choisissent de ne pas vendre. En même temps, les États-Unis veulent que la Chine achète davantage de bons du Trésor, mais la Chine s'y intéresse de moins en moins. Donc, les États-Unis n'ont pas vraiment grand-chose que la Chine souhaite, ou du moins pas grand-chose que les États-Unis sont prêts à donner. Vous voyez le problème? Les deux parties se retrouvent maintenant coincées dans une situation où j'ai des choses dont tu as besoin, mais je ne te les donne pas, et tu as des choses dont j'ai besoin, mais tu ne me les donnes pas. Alors, comment négocier? Vous avez expliqué les choses bien plus clairement que quiconque. J'ai énormément appris grâce à cela, car je ne l'avais pas du tout compris de cette manière, en fait. Mais vous avez tout à fait raison. Au bout du compte, ce que veulent les États-Unis, c'est comme d'habitude, être aussi grossier et agressif que possible envers la Chine. Et en même temps, ils veulent que les Chinois continuent d'acheter des bons du Trésor, car au final, c'est ce que les États-Unis attendent de la Chine. Ils veulent essentiellement que les Chinois envoient de l'argent aux États-Unis, tout en cessant, dans le même temps, de concurrencer les États-Unis. Ils veulent le beurre et l'argent du beurre.
Vous ne pouvez absolument pas construire une relation économique de cette manière. Certainement pas une relation commerciale de cette manière. Et les Américains exagèrent énormément aujourd'hui l'importance de leur marché intérieur. Ils se sont convaincus que parce qu'ils sont le plus grand marché du monde, et c'est effectivement un très grand marché, ils se sont convaincus que, comme ils l'imaginent, ils sont le plus grand marché du monde. Tout le monde fait la queue pour leur vendre des produits et fera d'énormes concessions à l'Amérique pour continuer à le faire. Le plus grand marché du monde, je soupçonne, c'est déjà la Chine, et il va devenir bien plus grand. C'est inévitable. Je veux dire, les Chinois ont d'énormes économies. Oui, Ils produisent les meilleurs biens manufacturés au monde. Il est donc logique qu'ils en achètent davantage. Je veux dire, c'est inévitablement ce qui va se passer. Et comme je l'ai fait remarquer à quelqu'un, vous savez, ils ont peut-être fermé certaines usines et certaines personnes ont peut-être perdu leur emploi, et cela pourrait concerner jusqu'à 9 millions de personnes. Mais c'est 9 millions sur combien déjà 1,4 milliard d'habitants. Je veux dire, ça peut sembler beaucoup aux États-Unis, mais une économie de l'ampleur de celle de la Chine, avec sa capacité d'adaptation, va pouvoir s'ajuster à cela très, très rapidement. Et pour revenir à nos discussions précédentes sur Mao, je veux dire, étant donné ce que la Chine a traversé, quiconque pense qu'ils ne peuvent pas gérer un problème comme celui-ci se berce d'illusions. Je veux dire, c'est un pays qui a dû surmonter des défis infiniment plus grands. Ce n'est pas comme l'invasion japonaise ou la crise des années 1960, lorsque la Chine faisait face à des pressions à la fois de l'Amérique et de la Russie en même temps. Je veux dire, ce n'est pas comme ça. Donc, c'est quelque chose que les gens aux États-Unis n'arrivent tout simplement pas à comprendre. Mais c'est un fait. et je pense aussi qu'il y a un malentendu aux États-Unis lorsque Trump dit qu'il a sauvé des millions d'emplois chinois en mettant une pause sur les tarifs douaniers. En réalité, la Chine ne perçoit pas ces problèmes de la même manière que l'Occident. Supposons que la Chine ait perdu 9 millions d'emplois à cause de la guerre commerciale avec les États-Unis. La Chine considère cela comme faisant partie d'un problème plus vaste, à savoir, où seront les prochains créateurs d'emplois? Quel sera le prochain développement technologique? Comment pouvons-nous nous développer avec d'autres pays? Bien sûr, c'est une question mondiale. Donc la Chine voit cela comme un grand problème. Où les emplois sont-ils créés? Et oui, avec les États-Unis, il y a certains problèmes et des emplois perdus, mais cela fait aussi partie d'une question plus large, à savoir où devons-nous créer des emplois à l'avenir? N'est-ce pas? C'est donc pas d'accord, à cause de ces 9 millions d'emplois, nous devons céder aux États-Unis pour les sauver. Ce n'est pas ainsi que la Chine réfléchit ou planifie. Je pense que c'est quelque chose que le gouvernement américain ne comprend pas. Trump non plus, je crois. Non, ce n'est pas le cas. Je veux dire, ils ont cette idée, qui est promue non seulement par Gordon Chang, mais aussi par toutes sortes d'économistes charlatans, si je peux les appeler ainsi, que la Chine serait une économie d'ateliers de misère, où les gens travaillent pour, vous savez, des salaires de misère afin de vendre à l'énormément riche États-Unis. Et c'est une compréhension complètement fausse. Je ne suis allé en Chine qu'une seule fois, en 2017 d'ailleurs, et c'était, vous savez, il y a des années maintenant. Mais je veux dire, il m'a été immédiatement évident à l'époque que tout ce récit était absolument bidon. Et l'une des choses qui m'a immédiatement frappé, c'était de voir toutes ces marques occidentales. J'étais à Shanghai et elles avaient ouvert leurs boutiques en Chine. Et je veux dire, évidemment, il y avait déjà des Chinois qui avaient assez d'argent, plus qu'assez d'argent, pour acheter dans ces magasins. L'Occident a une vision complètement fausse de la Chine. Ils ne comprennent pas ce qu'est la Chine.
Il s'imagine, vous savez, qu'elle en est encore au niveau des années 1950. Et il ne réalise pas que ce n'est plus du tout le cas. Mais c'est ce qui arrive si on écoute quelqu'un comme Gordon Chang tous les jours. Je suis déjà en train d'insister sur lui. C'est juste qu'il est partout en ce moment. Oui, j'ai remarqué ça. Ils ont une discussion beaucoup plus large. Par exemple, l'IA remplace aussi beaucoup d'emplois, non? Que fait-on face à ce genre de choses? Bien sûr, ils ont beaucoup investi dans le tourisme, dans les services et aussi dans l'encouragement à la création d'entreprises. Et bien sûr, dans l'éducation elle-même, afin de mieux comprendre où en est la technologie et ce genre de choses. Il y a un effort énorme consacré à cela pour la croissance de l'emploi à l'avenir, ce qui ne se limite pas seulement au commerce. En fait, il n'y a pas tant d'obsession que ça pour le commerce en lui-même, vraiment. C'est ce que je ressens. La Chine possède les plus grandes économies du monde. Elle détient la plus grande capacité de production manufacturière. Elle dispose désormais, comme même les Occidentaux commencent à le reconnaître, d'une base technologique et scientifique incroyablement, exceptionnellement vaste, qui se trouve aujourd'hui à la pointe. Et elle bénéficie, grâce à ces énormes économies, d'une situation financière globale très très solide. Elle n'est pas en difficulté. C'est justement ce que les gens ne comprennent pas. En fait, ce que font Trump et les Américains, je peux l'affirmer aussi sûrement que la nuit suit le jour, va déclencher la prochaine étape du développement chinois et la rendre encore plus rapide. Je vous ai donné l'exemple des avions. Je veux dire, nous verrons, comme je l'ai dit, d'ici quelques années, des avions civils chinois apparaître et ils seront construits en Chine, pas à Toulouse avec Airbus ou à Seattle par Boeing. C'est la réalité. Je veux dire, les avions chinois seront meilleurs, tout comme les véhicules électriques chinois sont bien meilleurs que ceux des autres, parce que les Chinois abordent cette technologie de manière totalement nouvelle. Ils examineront ces choses avec un regard beaucoup plus clair, et ils ne seront pas prisonniers des anciennes méthodes et conceptions industrielles. Donc nous aurons de meilleurs moteurs chinois, des moteurs plus propres, de meilleures voitures, de meilleurs avions. D'ailleurs, juste pour dire rapidement, ceci, encore une fois, j'ai mentionné que j'ai travaillé dans l'aérospatiale. Selon ce que beaucoup de gens pensent, l'Ilyushin 96, qui est l'avion russe, est en réalité, à certains égards, meilleur que les Boeing américains, précisément pour cette raison. Même s'il est basé sur des technologies des années 1980. Il possède une philosophie plus avancée et moderne en termes de conception, de centre de gravité, et tout cela que les avions américains qui, eux, trouvent leurs origines dans la technologie des années 1960, lorsque les Américains ont commencé à construire des avions gros porteurs. Les Chinois vont maintenant construire des avions avec la technologie d'aujourd'hui. Donc vous pouvez voir ce qui va se passer. D'accord. À propos de l'incursion russe, cette attaque de camions-drones en plein cœur de la Russie a attiré beaucoup d'attention, comme on peut l'imaginer. Quel est votre avis là-dessus? C'est une attaque ingénieuse, mais est-ce que cela change quelque chose? Cela ne change absolument rien. C'était encore une fois davantage un exercice de relations publiques. Apparemment, ils ont réussi à détruire 3 bombardiers. Et nous parlons de bombardiers conçus à l'époque de Joseph Staline. Le premier Tupolev 95 a volé en 1952. Vous savez, ce sont des avions puissants et splendides. Je veux dire, si vous les regardez, je l'ai fait, je les ai vus. Et que vous les voyez voler, ce sont des machines extraordinaires. Et ils possèdent encore le moteur turbopropulseur le plus puissant du monde. Ils font un bruit incroyable. On peut les entendre à des kilomètres à la ronde. Ce qui, bien sûr, les rend déjà assez inefficaces comme bombardiers, il faut le dire. Ils ne sont certainement pas furtifs, loin de là.
Mais je veux dire, ce sont des machines magnifiques, mais elles sont complètement dépassées. Les Russes, de toute façon, sont occupés à construire des bombardiers plus avancés. Ils semblent avoir privilégié la voie supersonique plutôt que celle de la furtivité. Apparemment, ils développent un bombardier furtif. Mais bon, peu importe. Donc 3 de ces bombardiers, dont les Russes possèdent supposément une 60aine, ont été détruits. Quelques autres ont été endommagés. Cela ne changera rien en termes de capacité militaire de la Russie. Cela n'affectera pas l'équilibre des forces entre la Russie et les États-Unis. C'était, comme vous l'avez dit, une opération très intelligente, mais c'en est une qui aura compromis les réseaux d'agents que l'Ukraine a établis à l'intérieur de la Russie, car il fallait faire cela. Vous allez inévitablement compromettre vos réseaux pour faire cela. Et cela ne va pas changer le cours de la guerre, ni modifier l'équilibre stratégique. Cela fait pleinement partie de ce que fait l'Ukraine aujourd'hui. Tenter de détourner l'attention des défaites militaires sur les fronts en menant ces opérations de relations publiques, ce qui était finalement le cas ici. Les attaques contre le pont ferroviaire, le pont entre la Russie et la Crimée, en sont un autre exemple. Aucune de ces actions ne change fondamentalement la situation globale, et elle ne modifie pas l'approche russe de la guerre ni les stratégies diplomatiques de la Russie. Mais ces attaques, ça me rappelle aussi un peu l'attaque de Pagé, vous savez, celle qu'Israël a menée. Je pense que ces attaques brouillent les frontières entre la zone de guerre et l'arrière-pays. Elles brouillent aussi la distinction entre la guerre et les attaques terroristes, n'est-ce pas? Donc, dans ce sens, c'est un peu effrayant. Vous ne trouvez pas? Oui. Eh bien, vous avez tout à fait raison. Je veux dire, puis-je dire quelque chose? Vous avez complètement raison, car ils utilisent des camions et des véhicules civils pour mener des attaques. Apparemment, certains des conducteurs de ces camions n'étaient pas au courant de ce qu'ils transportaient, ce qui est déjà... Et l'un d'eux a été tué, semble-t-il, ce qui, à mon sens, élève effectivement l'affaire, dans une certaine mesure, au rang d'attaque terroriste. Mais il pourrait surprendre les gens en Chine d'apprendre que l'attaque qui a attiré beaucoup plus d'attention en Russie était en fait 2 attaques menées par les Ukrainiens contre le réseau ferroviaire russe. Ils ont fait sauter 2 ponts et ils ont fait exploser un pont alors qu'un train de passagers le traversait. Et c'était un train de passagers avec des civils à bord. Et certaines personnes ont été tuées et d'autres blessées. Les Russes considèrent cela comme une attaque terroriste, ce que c'était. Si vous faites ce genre de choses, ces opérations de sabotage, vous courez toujours le risque de basculer dans des attaques terroristes. Et certaines d'entre elles deviennent désormais de véritables attaques terroristes. Et l'Occident ne dit rien, il reste simplement en retrait. Je lisais un long article à ce sujet dans les médias russes, un long article sur la façon dont les Ukrainiens parviennent à mener des assassinats et des meurtres, à faire exploser des trains et à tuer des civils à l'intérieur de la Russie. Et personne n'en parle jamais en Occident. Il n'y a jamais de critique, jamais de commentaires sur le fait que c'était mal ou quoi que ce soit de ce genre. Ils ont aussi essayé d'assassiner Poutine. Non, il était en avion et ils ont envoyé d'énormes drones pour attaquer son appareil. C'est bien ça? Mais ils doivent comprendre que, s'ils avaient réussi, cela aurait signifié la fin de l'Ukraine. Est-ce qu'ils en sont conscients? Oui. Non, je ne pense pas qu'ils le fassent. Je pense qu'un des problèmes fondamentaux avec les Ukrainiens, c'est qu'ils sont accros à ce genre de choses. Et une fois qu'on en devient dépendant, ça devient compulsif. Je veux dire ceci. Je pense qu'ils l'ont appris des Britanniques d'ailleurs, qui sont eux aussi accros à ce genre de pratiques.
Ils le sont depuis la Seconde Guerre mondiale. Ils pensent que, vous savez, la guerre asymétrique, tuer des dirigeants russes, tuer des généraux russes. Les Russes croient, et je suis sûr qu'ils ont raison d'ailleurs, que ce sont les Ukrainiens qui étaient derrière l'attaque contre le concert de rock qui a eu lieu à la même époque l'an dernier. Donc, tout cela, c'est du terrorisme pur et simple. Et bien sûr, les Russes, comme toujours, sont très méthodiques. Ils tiennent des registres précis de tout cela. Et un jour, ils viendront chercher toutes ces personnes. Je n'en doute absolument pas. Je ne pense pas qu'ils comprennent que le problème, c'est pas Poutine, tu vois? Si Poutine, disons, démissionnait aujourd'hui, un nouveau président pourrait être encore plus agressif. Tu sais, je ne pense pas qu'ils comprennent ça. Un nouveau président serait beaucoup plus agressif. Gardez à l'esprit que j'étais en Russie il y a seulement 2 semaines, et je peux affirmer avec certitude que s'il y a la moindre critique du gouvernement russe, même de la part d'avocats, et j'ai assisté à une conférence d'avocats, de civils, si critique il y a envers le gouvernement russe, c'est qu'il n'est pas assez dur. Oui, quand je parlais avec certaines personnes ici, vous savez, des chauffeurs de taxi, s'il y a une critique à faire au gouvernement chinois, c'est de se demander pourquoi ils n'ont pas déjà repris Taïwan, militairement parlant. Il y a très peu de gens qui parlent d'une réunification pacifique. Je pense que Xi Jinping fait probablement partie de la minorité à ce sujet. Oui. Eh bien, vous voyez, ce sont les dirigeants. Les dirigeants doivent être plus prudents et réfléchis. Je veux dire, c'est un point que j'ai toujours... Enfin, vous savez, des gens venaient me voir en me disant « Pourquoi Poutine est-il si mou? Pourquoi ne réagit-il pas ?» Je n'ai pas eu ça avec Xi Jinping, car évidemment, je ne couvre pas autant la Chine. Mais je veux dire, Dieu merci, ils le sont. Dieu merci. Ces dirigeants sont aussi prudents, sérieux et disciplinés dans leur façon d'aborder les choses. Imaginez s'ils étaient tous comme Biden ou Trump. Où en serions-nous? Probablement morts à l'heure qu'il est. Eh bien, l'autre chose, c'est que les Européens lèvent maintenant les restrictions sur les armes à longue portée pour les Russes. Et l'Allemagne renforce son armée. Le Royaume-Uni augmente désormais ses dépenses militaires. Pas étonnant qu'on parle en ligne du hashtag Troisième Guerre mondiale en ce moment. Je veux dire, comme tu l'as dit, Dieu merci que Poutine est quelqu'un qui sait se contrôler, non? N'est-ce pas? J'ai l'impression que ce sont les Européens qui font monter la tension. Ils n'ont pas l'air de s'en soucier beaucoup, non? Non, c'est en train de devenir le principe organisateur de la politique européenne. Il n'y a pas grand-chose d'autre. Nos économies sont toutes en mauvaise posture, certaines plus que d'autres. Mais l'économie allemande est en très mauvais état, et je connais assez bien l'Allemagne. L'économie britannique, que je connais évidemment très bien, est en très mauvais état. Les gouvernements sont impopulaires, ils sentent que leur soutien parmi les populations qu'ils gouvernent s'effrite. Alors comment maintiennent-ils tout cela ensemble? Ils parlent de la menace venant de l'Est. Ils évoquent, vous savez, le long bras de Moscou qui viendrait, je suppose, prendre le contrôle d'Édimbourg ou de Sheffield. Je ne comprends pas vraiment pourquoi les Russes voudraient aller là-bas. Mais quoi qu'il en soit, il y a ce récit sans fin qui se construit. Et bien sûr, on peut l'utiliser pour attaquer n'importe quel dirigeant politique qui, d'une manière ou d'une autre, est un dissident, parce qu'on dit qu'il est indulgent envers la Russie, qu'il est un apologiste de la Russie, un apologiste de Poutine. On dit la même chose des personnes qui sont sympathisantes de la Chine. Donc cela devient de plus en plus, et c'est d'ailleurs très dangereux, le principe organisateur de notre politique. Et à mon avis, c'est plus important que de savoir si le réarmement a réellement lieu ou non.
whether the actual rearmament even happens. The British government has released 35,000. Le gouvernement britannique a publié une revue stratégique de la défense de 35 000 mots. 35 000 mots, ce n'est pas si long d'ailleurs. Je l'ai lu. C'est incroyablement vague, totalement dépourvu de réelles substances concrètes. Si vous cherchez un véritable plan pour développer une base industrielle, pour fabriquer des armes, pour savoir de quel type d'armes vous avez besoin, il n'y a rien de tout cela. Je veux dire, les Chinois qui liraient ce document seraient, je pense, perplexes. C'est un document de défense. Mais ce qu'il fait, bien sûr, c'est amplifier toute la rhétorique sur la menace russe. Et c'est là son objectif. Oui. Et une chose que les médias chinois ont interprétée du discours de Macron au dialogue de Shangri-La, c'est qu'il rencontrait des difficultés intérieures, n'est-ce pas? Et bien sûr, il perd le contrôle sur les colonies africaines, les anciennes colonies. Donc il ne sait plus trop quoi faire. Et alors une chose qu'il pourrait faire, c'est menacer l'Asie. Oh, l'OTAN arrive si la Chine ne fait pas ceci ou cela. En réalité, je pense que ce que voient les pays asiatiques, c'est « d'accord, vous les Occidentaux, vous aimez les guerres et les conflits. Maintenant, vous parlez de les amener en Asie, n'est-ce pas? Pour déstabiliser l'Asie. Ce n'est pas suffisant d'avoir des guerres en Europe, vous voulez aussi déstabiliser l'Asie. » Et c'est ainsi que le discours de Macron a été perçu, non seulement en Chine, mais aussi dans les pays de l'ASEAN. Alors, je n'ai absolument aucun doute là-dessus. Je veux dire, je pense que les gens en Asie regardent tout cela avec horreur. Ils se disent, vous savez, les Français arrivent et ils vont commencer à organiser des choses militaires ici. Je veux dire, ils ont tellement gâché les relations, la situation en Europe, et maintenant ils veulent exporter toutes leurs pathologies, leurs obsessions, leur colère et leur haine chez nous. Nous essayons de construire nos sociétés, de développer nos industries et d'augmenter la richesse, la prospérité et le bien-être de notre population. Je pense que cela sera très mal accueilli en Asie, tout simplement. Je pense que les Asiatiques vont être absolument déconcertés par cela. Mais c'est comme ça. Je reviens à ce que j'ai dit de nombreuses fois sur la différence fondamentale entre les Européens et les Asiatiques. Les États européens, y compris les Américains, qui sont une sorte d'État européen, sont obsédés par le pouvoir. Le pouvoir est ce qui les motive. Et c'est le pouvoir militaire plus que tout le reste. Concernant cette situation entre l'Inde et le Pakistan, ce qui est intéressant, c'est que le New York Times a publié un article intitulé « Comment les médias indiens amplifient les faussetés dans un battement de guerre ». Le sous-titre est « Lors d'un conflit entre l'Inde et le Pakistan, même certains médias de longue date ont rapporté des informations non vérifiées et des histoires fabriquées ». Ce n'est donc pas un article très flatteur pour Modi et les médias indiens. Il est vrai que les médias indiens ne parlent pas beaucoup des avions de chasse qui ont été abattus. Ils célèbrent même cela comme une sorte de victoire, ce qui me laisse perplexe. Mais ce n'est pas tout. L'Inde a également envoyé des délégations dans différents pays. Officiellement, ils cherchaient à obtenir un soutien contre le terrorisme. Tolérance zéro envers le terrorisme, dans le cadre des efforts de l'Inde. Mais en réalité, ils semblaient essayer de convaincre les gens qu'ils avaient, d'une certaine manière, gagné la guerre. Alors, quel est ton avis là-dessus? Pourquoi est-il si important pour Modi d'en faire tout un événement et même de falsifier certaines informations, principalement pour le public national? Juste avant que nous commencions là-dessus, je veux dire, les médias américains qui se plaignent du fait que les médias indiens diffusent de fausses informations sur les guerres. Vraiment, quelle surprise. Bien sûr, les Américains ne feraient jamais ça eux-mêmes. Il est inconcevable qu'ils puissent jamais fournir ce genre de fausses informations ou publier des histoires non vérifiées et inexactes. Les Américains arrivent vraiment à t'étonner parfois. Bref, Bert, tu as tout à fait raison. La réalité de ce court conflit,
c'est que l'Inde en est sortie profondément humiliée. Je veux dire, elle s'imagine d'une certaine manière, tu sais, certains prétendent qu'elle est une grande puissance émergente. C'est un grand pays. Il a une grande économie. Et les Indiens, je pense, se sont surestimés dans leur propre perception. Ils croient qu'ils sont plus forts, plus avancés et mieux organisés qu'ils ne le sont réellement. Ainsi, lorsqu'ils se sont retrouvés face au Pakistan, leur armée n'a pas particulièrement bien performé, comme cela devient de plus en plus évident. Certaines de leurs unités de défense aérienne se sont mieux comportées, mais dans l'ensemble, ce n'était pas le grand succès et la victoire qu'ils avaient imaginé. Et ils sont profondément embarrassés. C'est la raison pour laquelle ils essayent de compenser en prétendant avoir remporté une grande victoire, alors que bien sûr, ce n'est pas le cas. Pretending that they won some great victory when of course they didn't. And they're trying to persuade everybody that they did win some great victory. Et ils essayent de persuader tout le monde qu'ils ont remporté une grande victoire en envoyant des délégations pour convaincre les gens de le croire. Si vous suivez les médias indiens aussi attentivement que moi, il y a un certain degré de choc et de colère. D'ailleurs, une partie de cette colère est dirigée contre les Américains, qui sont perçus comme ayant joué un certain rôle dans cette humiliation. Mais une grande partie est tournée vers l'intérieur. L'idée que l'Inde a d'une certaine manière échoué à ce test n'a pas su démontrer qu'elle était vraiment le pays fort qu'elle veut croire être et a perdu la face. Vous voyez, c'est très différent. L'Inde et la Chine gèrent cela de manière très différente. En 2001, un avion de chasse chinois est entré en collision avec un avion de surveillance américain en mer de Chine méridionale. Le pilote a été tué dans cet incident, mais avant de mourir, il y a eu un enregistrement de lui parlant au commandement central. Dans cet enregistrement, il a dit quelque chose comme « Je ne vais pas m'en sortir ». Cet enregistrement a été diffusé à plusieurs reprises dans les médias chinois, médias officiels, réseaux sociaux, partout. Vous voyez, la Chine utilise ce genre d'opportunités pour galvaniser et motiver la population. La Chine ne cacherait jamais ce genre d'humiliation. Je veux dire, en grandissant en Chine, on nous a parlé maintes et maintes fois du siècle de l'humiliation. On ne l'oublie jamais. On n'arrête jamais d'entendre parler de toutes ces humiliations, ce que les Britanniques ont fait, ce que les Japonais ont fait, ce genre de choses. Maintenant, je pense que dans ce cas, l'Inde devrait dire aux gens « Nous sommes encore loin, nous sommes encore en retard, il faut travailler plus dur », ce genre de choses. Mais ce n'est pas la manière indienne, n'est-ce pas? C'est très différent, je pense. Oui, oui. Non, ce n'est pas le cas. Et d'ailleurs, c'est un problème majeur. Je dois préciser que je ne suis jamais allé en Inde, mais je connais j'ai beaucoup d'amis indiens et je me suis toujours intéressé à eux. Et c'est un problème ancien et profondément enraciné. L'Inde part du principe qu'elle devrait être un grand pays, mais elle est bien moins disposée à faire ce qu'il faut pour le devenir. Elle en a les moyens. Mais, pour donner un exemple, elle ne dispose pas d'un système éducatif similaire à celui que, revenons à lui, Mao Zedong a créé en Chine. Je veux dire, il n'y a pas eu cette tentative systématique en Inde. Il n'y a jamais eu en Inde une tentative systématique, comme il y en a eu en Chine après 1949, pour instaurer l'alphabétisation universelle dans le pays, créer de grandes universités, développer une classe forte d'ingénieurs technologiques et industriels, ou former des gestionnaires compétents pour diriger de grands projets. L'Inde n'a pas tendance à faire cela. Et si vous connaissez un peu le système éducatif indien, vous savez qu'à son niveau le plus élevé, il reste très influencé par le modèle britannique. Ainsi, il existe ces écoles extrêmement coûteuses et très privilégiées, calquées sur les public schools anglaises, où l'élite indienne envoie ses enfants.
which are the ones that the Indian elite send their children to. And they come out and they're very, very elegant. Et ils en sortent. Ce sont des personnes très élégantes, hautement éduquées, très compétentes dans certains domaines, excellentes pour devenir hauts fonctionnaires dans le gouvernement indien, qui possèdent encore une fonction publique largement basée sur le modèle britannique. Et à certains égards, c'est une très bonne fonction publique. Mais c'est une fonction publique qui excelle dans l'administration de l'existant. Elle n'est pas douée pour la gestion. Elle n'est pas douée pour dire « nous devons reconstruire tout le réseau ferroviaire. Nous devons réfléchir aux trains à grande vitesse. Nous devons créer une industrie aéronautique. Nous devons réfléchir à la manière de faire tout cela. » Ce n'est pas ce que font les Indiens. Je vais donner un autre exemple que je connais aussi un peu. Ils ont fait un énorme effort pour bâtir une industrie pharmaceutique. Et je me souviens que Modi disait que l'Inde était la pharmacie du monde, comme il le répétait pendant le Covid. Ce qu'il ne disait pas aux gens, c'est que bien sûr, tous ces médicaments sont fabriqués en Inde par des entreprises étrangères et qu'il s'agit en grande partie de médicaments bas de gamme. Je veux dire, ils n'ont pas développé leurs propres médicaments plus avancés ou des choses de ce genre. Donc, l'Inde doit sortir de cette situation. Elle doit être beaucoup plus déterminée dans la manière dont elle développe son économie. Et j'ai bien peur qu'elle ne le fasse pas. Et je pense que le fait qu'elle ait traversé une période de distorsion, beaucoup des problèmes sous-jacents ne disparaissent pas, car quand on regarde ce qui alimente cette croissance du PIB, ce n'est pas réellement un développement comme cela a été le cas pour la Chine. Je pense d'ailleurs que l'écart entre la Chine et l'Inde se creuse, juste pour le préciser. Oui, d'accord. Au Moyen-Orient, les responsables iraniens ont déclaré que la proposition nucléaire américaine était incohérente et décousue, et ils craignent que la dynamique ne s'effondre. Alors, que pensez-vous qu'il se passe là-bas? Non, je pense que c'est tout à fait exact. Je pense que vous l'avez parfaitement décrit, et je pense que les Iraniens l'ont également parfaitement décrit. Je veux dire, tout s'effondre, même si un accord était sur la table. Les Iraniens ne veulent pas d'armes nucléaires. Les Américains disent qu'ils ne veulent pas que l'Iran ait des armes nucléaires. L'Iran entretient désormais de bonnes relations avec l'Arabie saoudite. Il est membre des BRICS. Sa priorité est de développer son économie et sa société. Donc un accord devrait être sur la table. Mais si vous retournez aux États-Unis, vous voyez toujours les mêmes personnes. Leur rhétorique, c'est qu'ils veulent la guerre avec l'Iran. Des gens comme Mark Levin, par exemple. Et je ne pense pas que Trump lui-même veuille vraiment la guerre avec l'Iran. Je pense qu'il sent que ce serait un désastre absolu pour les États-Unis s'ils étaient entraînés dans une nouvelle guerre avec l'Iran. Et ce qui est encore plus important pour Trump, ce serait un désastre pour sa présidence s'il se retrouvait impliqué dans une guerre avec l'Iran. Ces personnes ont déjà poussé Trump à exiger que l'Iran cesse complètement tout enrichissement d'uranium. En d'autres termes, qu'il abandonne tout travail sur la technologie nucléaire, ce que les Iraniens considèrent, à juste titre, comme une violation flagrante de leurs droits souverains en tant que nation, à poursuivre leur développement économique et technologique, ce à quoi ils ne peuvent pas consentir. Donc je veux dire, il y a un accord possible. Il n'est pas difficile de voir comment il pourrait être conclu. Et cette opportunité est gâchée, parce que certaines personnes en Amérique ne peuvent tout simplement pas accepter qu'un accord de ce type ait plus de sens pour les États-Unis. Avez-vous déjà écouté Mark Levin? Je le mentionne parce qu'il me semble qu'il est peut-être la personne la plus visible. Mais la façon dont il parle de l'Iran n'est pas seulement irrationnelle. Mais vous savez, ce que les Iraniens ont dit à propos de son incohérence, sa haine de l'Iran s'exprime de manière pratiquement incohérente.
Je veux dire, il parle d'une façon qu'en l'écoutant, j'essaie de me dire, mais qu'essaie-t-il même de dire parfois? Bref, voilà. Oui, oui, parfois leur haine les a poussés à perdre le contrôle. Vous savez, ils ont perdu de vue certaines choses, je pense. Oui, je suis d'accord. Oui. Greta Thunberg, on n'a pas entendu parler d'elle depuis un moment, non? L'Occident semble s'être désintéressé d'elle, mais elle a récemment rejoint un navire en route pour Gaza, avec je crois 11 autres personnes, dont un acteur. Et donc leur objectif est de briser le blocus israélien sur l'aide à Gaza. Je pense que c'est une bonne chose, mais je trouve aussi que c'est un peu tard, elle aurait pu le faire plus tôt. Mais en tout cas, voici l'éditorial du Télégraphe, ou plutôt un article à charge. Le titre est « Le narcissisme de Greta Thunberg a atteint des niveaux terrifiants ». Donc, d'un côté, je pense personnellement que c'est une bonne chose, mais c'est un peu tard. Mais aussi, peut-on dire que l'Occident a un peu perdu son amour pour Greta Thunberg maintenant? Oh oui, absolument. Je veux dire, elle s'est opposée à la question sacrée, à savoir, vous savez, Israël et tout cela. Déjà maintenant, elle a transgressé les souhaits de l'establishment occidental, qui, je pense que c'est important de le dire, ont formulé quelques critiques à l'égard d'Israël parce que la politique et les actions israéliennes sont devenues si épouvantables et publiquement horribles. Mais au fond, ils sont tout aussi pro-israéliens qu'ils l'ont toujours été. Ils se construisent des alibis. Ces critiques d'Israël n'ont pas pour but de vraiment changer la politique en Israël. Il s'agit de donner aux dirigeants occidentaux un peu de distance par rapport à ce que font les Israéliens. En d'autres termes, ça sera probablement pas mieux de peut-être pas. Cela ne fera absolument aucune différence. Je veux dire, je pense de toute façon qu'il est vrai que son étoile pâlit depuis un certain temps. Et si je dois être un peu cynique, je soupçonne qu'une partie de la raison de ce coup d'éclat est précisément le fait qu'elle veut attirer l'attention sur elle. Je veux dire, elle a été sous les projecteurs, et cela doit être assez étrange de constater que les gens commencent à se désintéresser d'elle. Alors elle s'accroche à ce sujet, en particulier, parce qu'elle sait que les jeunes, en particulier, sont en colère à ce propos. Elle veut qu'on la voie à leur côté sur cette question. Alors je veux dire, soyons un peu cyniques à ce sujet. Mais absolument, cela ne fera pas la moindre différence. La politique occidentale au Moyen-Orient est une catastrophe. C'est une catastrophe morale. Les gens en Chine, le peuple chinois, la prochaine fois qu'un responsable américain, britannique, français ou allemand ou quelqu'un de l'Union européenne viendra parler des Ouïghours, il devrait simplement sortir des photos, leur montrer les images de ce qui se passe à Gaza et dire « c'est vous, c'est vous ». C'est intéressant. Je pense que j'aimerais voir comment les livres d'histoire parleront de cette période à l'avenir. Tu sais comment l'Occident a géré toute cette affaire. C'est honteux. Je pense que c'est honteux. Mais nous verrons. C'est un abîme moral. Il n'existe aucun mot assez fort pour le condamner ou le décrire. D'accord. Tu t'intéresses à Tbilissi, c'est bien ça? Tbilissi. Ville très intéressante d'ailleurs. Belle ville. Pays très intéressant. Il s'intéresse beaucoup, vraiment beaucoup, aux relations avec la Chine, je dirais. Je pense qu'ici, ils veulent absolument développer de bonnes relations avec la Chine. Merci beaucoup, passez une bonne semaine et profitez de votre séjour en Chine et tenez-moi au courant à votre retour. Je serai très intéressé d'entendre tout ce que vous avez vu. Votre impression du pays et l'ambiance là-bas. Alors, profitez-en bien. Nous pourrons parler un peu plus de mes sentiments la prochaine fois? Oui, on se parle à ce moment-là. Absolument. Au revoir. Mais Sixi.